de quoi on parle maintenant là? Si on parlait de création de trognes, on m'a dit, moi, que pour étariser un chêne, c'est grosseur d'une bouteille de vin, Ouais. Parce qu'on parle de Doraco aussi. Oui. Est-ce vrai, est-ce juste l'optimal? Où peut-on aller pour étariser un arbre? Il est bien évident qu'une trogne, ça se crée jeune et que ça s'entretient, hein, puisque la question a été posée un certain nombre de fois. L'idéal, c'est de créer une trogne, effectivement. Le diamètre de la bouteille, c'est un repère facile et efficace. Ça peut être un peu plus petit, un peu plus gros, ça dépend des essences. Et on va y revenir de façon récurrente et régulière, souvent. L'objet d'aujourd'hui, c'est aussi d'en restaurer, et c'est pas totalement par hasard que le premier arbre qu'on a regardé ce matin, c'était un arbre abîmé, foudroyé, cassé, où il y a une urgence à intervenir. Il est des trognes qu'il faut remettre en production avec des règles. Donc il est évident que la règle, je ne peux pas vous la donner, parce que la règle doit s'appliquer à chaque arbre. Là-dessus, je vous invite à beaucoup de prudence, qui plus est sur le chêne. Donc, j'en ai fait une d'orme ce matin, de trogne, c'était moins gros que la bouteille. Dans ce bouquin, il y a vraiment les bases, et ça vaut le coup de le regarder. Je crois même qu'il y a en ligne, je crois qu'on a fini par mettre en ligne le guide du petit trogneur ou quelque chose comme ça. Hein, donc allez voir ça et acculturez-vous de la trogne si ça vous intéresse, parce que vous ferez les vôtres, elles sont toutes un petit peu différentes, mais c'est comme les principes agronomiques dont on a parlé dans le verger, la règle écosystémique est strictement la même. Elles sont plus hautes, plus basses, c'est une question de fréquence, donc, et puis vous voyez ou vous ne voyez pas, mais il y a beaucoup de territoires ruraux, les vôtres en particulier, où il y en a partout. Même si elles sont abandonnées, il y en a partout. De notre point de vue, il faut fondamentalement en refaire. Hein, je viens d'entendre le mot autonomie. Quoi de mieux qu'une trogne pour être en autonomie? La trogne est immortelle, elle produit de plus en plus de bois. La production de la trogne est exponentielle. Dans un monde qu'on nous dit fini, le végétal est infini, puisqu'il va produire de plus en plus. En construisant du sol et en ayant des produits dérivés dont on a plutôt bien parlé. Puisqu'il y a des futurs maraîchers et des maraîchers dans la salle, un système qu'on pourrait qualifier de permaculture à Moucron. Moucron, c'est au-dessus de Lille, mais c'est de l'autre côté de la frontière. Et à Moucron, les jardins de la Fraternité ouvrière, il y a quelques vidéos, vous connaissez peut-être, il y a quelques vidéos, il y a quelques écrits, on l'a paramétré ça il y a quelques années. Au jardin de la Fraternité ouvrière, les fruitiers étaient des trognes. Puisqu'ils en avaient planté tellement, et c'est intéressant cette histoire, parce que vous l'avez bien compris, on l'a vu dans le verger, ce qui est intéressant dans cette valorisation du bois, j'essaie de retrouver les mots de la journée, sinon je vais me faire engueuler, dans cette valorisation du bois, c'est bien de faire fonctionner tous les mètres carrés de votre sol. Si vous avez 1 hectare, vous devez faire fonctionner 10 000 mètres carrés. Hein, souvent, la biodiversité, on la met dans un coin, les machins, les trucs, les bandes fleuries. Non, non. Là, c'est tous les mètres carrés qui doivent être alimentés par ces tonnes et ces tonnes de matière fraîche en permanence. Au jardin de la Fraternité ouvrière, sur une petite surface, ils n'avaient pas les moyens du motoculteur, donc pas de travail du sol. Et pour aller dans le jardin, il fallait traverser la cuisine. Donc sortir des branches, c'est compliqué. Amener du compost qui ne sert à pas grand-chose, c'est compliqué. Donc ils ont tout laissé sur place. Et comme ils avaient planté l'équivalent d'un pommier poirier au mètre carré, il n'y a rien qui poussait. Donc ils ont fait des têtes de chat, ils ont trogné. Alors évidemment, ils n'avaient pas de fruits pendant 1 an ou 2, mais comme il y avait tellement d'arbres, ils avaient beaucoup de fruits. Et ils ont passé leur temps à couper, tailler, poser au sol et repiquer des salades entre. Donc, sans le savoir ou en le sachant, ils ont fait une forêt de trognes très productive, auto-fertile, c'est-à-dire qu'ils n'amenaient rien. Et c'est peut-être ça la question de l'autonomie. Hein? Et on est bien revenu dessus, les intrants, dont leur efficacité n'est pas toujours... Et puis une plante oxydée, pour faire un terme générique, c'est une plante oxydée. Hein. Plus vous la traitez, plus vous l'oxydez. Et toutes ces saloperies que vous mettez dessus, je ne vous dis pas le niveau d'oxydation que ça fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on est en pompier. Hein, mais
C'est l'idée du recul et de la prévention. Donc globalement, ici, j'ai mon arbre qui fait 3 mètres de haut. Mais si je veux faire une trogne à 2 mètres, c'est pas compliqué, vous l'avez vu. Hein. Je le coupe. Il y a quelques gourmands en dessous, je peux les laisser. Parce que de toute façon, c'est la machine photosynthétique qui s'exprime. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bourgeons latents, qui plus est sur les jeunes arbres. Donc, l'année d'après, ça ne vous a pas échappé. D'ailleurs, un arbre qu'on casse, hein, sans le vouloir, il fait ça. Donc, j'ai les gourmands qui ont poussé un petit peu ici. Et puis là, j'ai, selon l'essence, selon la période à laquelle j'ai coupé, de 8 à 20 rejets, en moyenne. Ça dépend vraiment des essences, ça vraiment de beaucoup de choses. Bon. L'année d'après, je suis toujours à 2 mètres. J'ai ça qui va faire ça. L'année suivante, ça va faire ça. Et déjà, en principe, en 4 ou 5e année, il y a déjà des brins qui vont disparaître. Parce qu'ils sont trop denses et trop nombreux. Comme le taillis. À un moment donné, il y a des organisations qui font qu'il ne peut rester que 4 brins. D'ailleurs, vous le voyez bien, sur les grosses trognes de chêne, d'une touffe innommable de rejets, il reste 4-5 brins, toujours. Hein, sur toutes les trognes qu'on a vues ce matin, il n'y en a pas 20. Voilà. Hein. Et puis c'est là, bien évidemment, je ne l'ai pas très bien dessiné, c'est là que j'interviens. Donc les gourmands, je les enlève ou pas, de toute façon, ils disparaissent. Ce qui est intéressant dans la trogne, qu'elle soit jeune ou pas, hein, je reviens. Donc là, j'ai taillé, et bien, je retrouve mon état initial. Sauf que à la deuxième coupe, ça va déjà pousser plus fort que la première, ici. Hein, et comme ça, perpétuellement. Donc je décide, après, on l'a vu un peu ce matin, de tailler tous les 3, 5, 7, 9. Pas trop tard non plus, parce que plus vous taillez gros, plus l'arbre a un peu de mal à s'en remettre. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors là, on est vraiment dans une coupe... Ce qu'il faut juste savoir, et ce qui est important, et vous le voyez bien, c'est que ici, si je coupe, là je suis à 12 ans, hein, vous avez, c'est pour ça que ça s'appelle une trogne, hein, vous avez une tête qui grossit. On parlait beaucoup de tétard. Trogne, pour information, ça vient du perche parce que le fameux Dominique Mention, qui nous a un peu... picousé, parce que c'est une drogue la trogne, et une fois qu'on en voit, on a envie d'en faire, etc. Donc il faut faire gaffe, hein. Avec les trognes, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Il y a tous les paysans qui y mettent un doigt, après ils y mettent la main, et après, à corps perdu. Hein. On adore ça, on a envie d'en faire partout. Et il y a 30 ans, Dominique Mention nous a dit, la trogne, il y a de l'avenir. On est allé le voir, nous, on a mis un matelas dans le C15, on est monté là-bas. De quoi tu parles là? On en avait partout autour de nous, on ne les voyait pas. Il dit, l'avenir de l'agriculture, c'est les trognes. Et là, on a réfléchi, on a dit, putain, il a raison. Et donc, on a vraiment mené un travail extrêmement important avec lui, hein, autour de ce sujet. La trogne, le nom vient du perche, parce que là-bas, hein, il y a autant de régions, de micro-régions dans lesquelles, ici, il y a sûrement des noms, ou des ragos. Hein, quand on taille sur l'intégralité du tronc, sur sa hauteur, on parle plutôt de ragos. Il y a des trognes qui font brise-lame. Saint-Malo, ce ne sont que des trognes. Pourquoi ce sont des trognes? Parce que c'est indestructible. C'est bourré de nœuds. C'est totalement indestructible. Saint-Malo, vous avez des kilomètres, des centaines de mètres de trognes, à 2 mètres les unes des autres, pour couper la dynamique de l'eau. Ce sont des trognes toutes. Je suis allé les voir, ce sont toutes des trognes. Totalement indestructibles. La tête grossit, et les réserves, c'est ça le sujet, c'est que les réserves sont concentrées là. Et ça repart de là. Donc une culture de bourgeons extrêmement intéressante et importante. Il est beau mon arbre. Il fait 30 mètres de haut. Voilà, lui il fait 30 mètres de haut. Il est une règle qu'il faut connaître parce qu'on a beaucoup de mal avec ça. Et ça fait beaucoup de mal aux arbres. Et quelque part ça en dit long, c'est vraiment imprécis de gestion. C'est que ici vous avez toujours... Alors je vous donne des règles génériques, hein. Pour faire une formation sur la taille minimum des arbres, il faut 15 jours. Il n'empêche que on a vu la trogne et on a vu l'arbre de Auget ici, parce qu'on va nous faire, dans l'intérêt de la strate arbustive, dans l'intérêt
de l'organisation spatiale. Parfois, on peut avoir des alignements où on a besoin de garder de l'air qui circule. Dans des régions qui gèlent, par exemple, on a besoin de chasse d'air. Enfin, la règle, c'est de 2 tiers, 1 tiers. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci. C'est que vous devez toujours avoir, donc c'est totalement opposé à ce qu'on fait sur les trognes. Hein. Ici, toujours 2 tiers de masse foliaire. Et c'est comme ça qu'un arbre se construit en forêt. Et 1 tiers de fût ou de tronc. Et c'est à peu près en gardant cette règle-là qu'on le construit convenablement. Et c'est à partir de là, les forestiers vous le diraient, qu'on garde de la valeur sur la bille de pied. Et on monte au fur et à mesure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le défaut, que ce soit sur des arbres un peu âgés ou les arbres jeunes, en agriculture, parce qu'on a peur pour les rétros, on a peur pour plein de raisons, on taille beaucoup trop vite. Et en taillant beaucoup trop vite, on fait des arbres qui montent trop vite, qui lignifient mal et qui sont très fragiles au vent et qui cassent. Hein, parce qu'on leur enlève toute la machine photosynthétique, on enlève toute la construction foliaire. Ça veut dire que pour ceux qui vont planter, hein, rapidement, pour ceux qui vont planter, on va planter du jeune plant d'1 an, dont on vient de parler, et puis on va monter tranquillement. Et à chaque fois qu'on monte, on gardera bien 2 tiers de branches. Ici, j'ai bien 2 tiers de branches, 1 tiers de tronc. C'est-à-dire que on va éliminer les branches basses au fur et à mesure. Donc faire des petites coupes faciles et progressives. Si là j'enlève tout ça, ben, je suis sûr d'avoir un arbre qui aura des problèmes plus tard. En dehors du fait d'avoir une valorisation de bois. Donc ça, il faut être très 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 prudent que vous repreniez des arbres un petit peu anciens. Si vous voulez leur donner de la valeur, j'insiste très lourdement parce que même nous, dans nos réseaux de paysans qui plantent depuis 20 ans, disent « Ah ben tiens, j'ai un peu de temps cet hiver, je vais aller tailler les arbres. » Ben ouais. Alors le problème c'est ça, c'est que quand on a le temps, on les taille trop, et quand on n'a pas le temps, on ne les taille pas, ce qui n'est pas bien. Il faut trouver juste le milieu. Mais dépasser cette règle-là, c'est mettre en danger l'arbre. Il y a des essences qu'il supporte. Hein. Je vous donne fondamentalement, depuis ce matin, des choses, des moyennes. Moi je suis pour l'usage du lamier, hein. Mais encore faut-il bien le passer. C'est ça le problème. C'est pas l'outil qui est un problème, c'est comment on le passe et pourquoi on ne retourne pas derrière l'utiliser. Donc aujourd'hui, il est interdit, ce qui est un problème, hein, parce que c'est un outil magnifique, sauf qu'on l'utilisait mal. Et bien utilisé, ben, regardez, le lamier peut avoir son utilité, la haie est ainsi. Vous allez être beaucoup dans des configurations comme celle-ci, vous, où les haies sont trop grasses. Rappelons, là aussi, qu'une haie, c'est une création humaine. Ça n'existe pas dans la nature, une haie. C'est toujours taillé, géré, entretenu. Ça n'existe pas, une haie. Si vous laissez une haie exister et que vous croisez les bras, ça devient une bande boisée, un bois. Donc vous avez une haie qui est comme ça, où il y a une strate arbustive qui est un peu dominée et qui disparaît par les chênes. Et alors c'est une trogne ou c'est pas une trogne, hein, mais peu importe. Vous venez faire de l'herbe ou de la culture au ras. Mais si ici vous passez un coup de lamier, comme ça, vous passez un coup de lamier et vous enlevez ça. Et éventuellement, de l'autre côté, c'est chez vous. Parce que ça vous emmerde vraiment et ça pénalise votre culture. On est quand même des paysans. Hein, même si la haie protège 15 fois sa hauteur, il est bien évident qu'au pied des vieux arbres et des chênes en particulier, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, il faut intervenir. Si vous passez le lamier ici, vous faites un boulot extraordinaire. Vous faites tomber toutes les branches, vous les endainez, vous les broyez, et vous vous emmerdez pas. Et en une journée de lamier, vous faites 4 km de haie. Et là, c'est hyper rentable. Par contre, après, il faut repasser impérativement à la nacelle, faire une coupe propre, 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 une coupe propre. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Hein, c'est pour ça que... Donc l'idée, peut-être que ça évoluera, hein, dans les cahiers des charges, en disant « Ok, vous l'utilisez, mais à condition de ne pas laisser ces fameux chicots qui posent beaucoup de problèmes. » Vous devez tailler vos arbres pour récupérer la place. Et aussi et surtout, si je la fais vue de profil, où les propriétaires nous ont demandé de laisser pousser des arbres parce qu'ils ont une grande valeur, hein, ben ici, ça se bouche et plus ça va, plus on perd de diversité. En taillant, en réouvrant un petit peu le milieu, vous allez ici faire émerger des ronces, mais aussi des aubépines, des pruneliers, du fusain, et je ne sais quoi, du genêt parfois, du houx, j'en passe et des meilleurs. Tailler c'est valoriser, mais c'est aussi redonner de la dynamique à la strate basse.
puisqu'on a parlé de pollinisateurs, on a parlé de cortège d'auxiliaires, etc., etc. Les chênes ont souvent une fâcheuse tendance à prendre le dessus, hein, de les calmer un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, je dis juste que dans le principe élémentaire, là aussi le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais dans une haie, c'est bien qu'il y ait une quinzaine de plantes, et pas que 2. C'est bien parce qu'il y a les plantes d'aujourd'hui, mais on n'est pas sûr que tous les chênes résistent aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On a parlé de l'orme, on a parlé de la calarose du frêne, et on voit que sur le chêne, dans certaines régions, il y a des points de bascule qui sont hyper importants. Le bon entretien des haies, on ne l'a pas trouvé encore. C'est malheureux, mais on ne l'a pas encore trouvé. Avant de vous faire le bon entretien des haies, je vais quand même vous faire le schéma de principe. Ça va peut-être être d'une criante actualité. Le schéma de principe, c'est... Et là, c'est pareil, vous entendrez de tout. Des gens qui crient au fou, au scandale. Mais ça, on en est plutôt très habitué. Donc, c'est pas vraiment un problème. Vous avez une trogne qui n'a pas été touchée pendant 40 ans, comme on en a vu beaucoup. Et on va même faire une portée un peu longue, là. Et vous voulez absolument la garder. Vous avez besoin de bois, vous voulez absolument la garder, et vous voyez bien qu'à chaque tempête, il en tombe quelques-unes. Et vous voulez absolument garder cet arbre-là, parce que vous y tenez, parce que vous n'avez pas envie de le prendre sur la gueule, il n'est pas loin des bâtiments, etc., etc. Et bien là, il faut partir sur la restauration de la trogne, parce que de toute façon, elle est condamnée, elle va tomber. Alors, est-ce qu'on est là en disant « merde, elle va tomber ?» On l'a vu aussi ce matin, on voit le jour au travers. Elle a du mal elle a une activité photosynthétique qui est limitée, et les pavelles, etc. Et le chêne étant la plante la plus complexe. De ça, il faut, quand c'est nécessaire, hein, j'insiste lourdement. Malheureusement, les trognes, ça se crée jeune, mais là, on est sur du vieux. Vous, votre boulot, c'est d'arriver à ça. Et quand vous aurez de ça, il faut passer à ça. Et à chaque fois que vous aurez un brin nouveau ici, vous aurez un canal racinaire entièrement réitéré. Donc vous aurez des arbres neufs sur un vieil arbre. En faisant ça, il est bien évident que, je vais le faire d'une autre couleur, il est bien évident qu'ici vous avez de nouveaux brins, des réitérations qui ont un an ou deux, qui sont en préparation, qui sont en train de s'installer. Il y a de la lumière, hop, il y a une levée de bourgeons, systématiquement. Donc vous avez ça, on voit que ça commence à frémir ici. Et puis tout ça, c'est mort là. Il ne reste pas grand-chose. Donc, le schéma de principe nous dit quoi? Nous dit ici en bleu, je vous mets de jolies réitérations qui sont sur les charpentières. Le schéma de principe nous dit, ça c'est mort, il n'y a plus rien, je l'enlève. Ok, dégagé. Ça c'est pas mal, ça j'enlève. Là je coupe ici, là c'est joli, je coupe là. Et j'en ai oublié un, non, peu importe, oui ici. Ça, là il y a un gros brin là déjà qui monte, je coupe là. Donc ça se fait avec des photos en hiver. Diagnostic pour chaque arbre. Après, l'avantage, c'est que parfois, les trognes sont souvent dans une région donnée, sur un périmètre donné. Il y a beaucoup de caractéristiques de ressemblance. On a toujours fait un peu dans le même geste, avec les mêmes fréquences. Le diagnostic, la photo montre. Sur la photo, on dit, ben voilà, année 1, vous enlevez ça. Là, comme ça, à vue de nez, ça enlève un quart du houppier. Année 1, vous enlevez ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en enlevant ça va tirer fort, ça va tirer fort. Là, vous avez coupé, vous avez fait un puits de lumière, ça va tirer comme ça va tirer comme ça. Et puis, les brins de tête vont littéralement exploser. Et ceux-là aussi. Vous laissez passer une année, année 3. Dites, ça continue de pousser. Bon, ce brin-là qui était joli, finalement, il a repris un coup de vent, il n'est pas si joli. Je le coupe ici. Celui-là, il est pas mal, je le laisse. Je coupe là pour en réitérer. Excusez-moi, ça va être compliqué pour en réitérer d'autres. Celui-là, pas terrible, je l'enlève. Je ne sais pas si vous suivez. Hein. Et à chaque fois,
vous augmentez la naissance ici et la pousse de ce qui est installé. Vous voyez, je suis en train de... Année 5, ça reste à calculer. Année 5, tout ça c'est bien joli. J'ai plus besoin de ces vieux brins ici qui finalement ne servent plus à grand chose, pardon, en rouge. J'enlève les 2 gros brins qui me restent, si je ne me suis pas trompé, encore un là, et j'arrive à ça. J'ai plus de problème de vent, j'ai plus de problème de casse, j'ai plus de problème de bois mort, j'ai un arbre qui est entièrement fait. Alors bien sûr que potentiellement, il y a quelques brins latéraux qui poussent que je laisse ou que je ne laisse pas. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais sur 5 ans, en taillant 3 fois, potentiellement, je peux reconstruire intégralement une trogne. Voilà la caractérisation moyenne de ce que l'on peut faire. Si vous le faites en une fois, oïdium, plus rien, plus personne, l'arbre crève. Rien que là, il faut mettre des moyens, il faut y monter 3 fois. Alors, ok, il y a du bois en bas, hein. J'y reviens, après, ça produit éternellement. Donc, d'investir 400 balles là-dedans, est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, plutôt que de tout perdre. Hein, ça sera un vrai sujet. Il y a des bocages sur lesquels on n'a rien fait, personne n'est d'accord. Hein, parce que là, sur les arbres et sur la taille des arbres, tout le monde a un avis. Personne n'a jamais rien fait, mais tout le monde a un avis. Alors là, vous allez, surtout dans les trucs d'écolo, là, alors là, vous avez, ah putain, là, c'est grandiose. Hein. Ma femme me dit, pourquoi on ne va jamais au théâtre? Je dis, mais le théâtre, c'est tous les jours. Tu vas dans une réunion par là, c'est du grand spectacle, quoi. Au bout des 5 ans, oui, madame, il est bien évident que là, au bout de 5 ans, je vais revenir. Hein. Ah oui, au bout de 5 ans, je fous tout à poil et je dis 5 ans en moyenne, hein, mais ça sera à peu près ça. Ah oui, oui. Là, par contre, ça devient mon allié, mon ami. Là, je ne l'abandonne plus. De toute façon, ça tombe bien. J'ai besoin de fertilité, j'ai besoin de fourrage, j'ai besoin de biomasse, j'ai besoin d'énergie et j'ai besoin que mes arbres ne se cassent pas la gueule et que ça ne me coûte pas cher. Parce que là, c'est facile. Là, c'est facile à tailler du brin de 30, de tailler 8 brins de 30 comme ça dans une nacelle sécurisée. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de faire aussi des trognes basses. On n'a jamais, depuis le temps qu'on fait ça, on n'a jamais forcé un paysan à planter un arbre, ni à le tailler. Hein. De ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est mettez l'arbre comme un outil de production. Ne le mettez pas comme un outil de contemplation. L'arbre, c'est un outil de production à notre service. Donc, si tu en as trop, tu en enlèves. Si tu n'en as pas assez, tu en rajoutes. Si t'emmerdes, tu les tailles. Oui, il faut prendre son temps. Et surtout, enlever un gros brin, c'est pour ça qu'il faut y aller. À la rigueur, t'enlèves. Si tu as plein, je vous l'ai montré ce matin, quand tu as plein de réitérations, si tu enlèves un gros brin, ce n'est pas un problème. Hein. Après, ce qu'il faut dire, hein, et c'est là... Les réserves, elles sont dans la tête, quand même. Comment? Les réserves de l'arbre, elles sont dans la tête. Oui, mais... Si on enlève la tête d'un chêne, il va jamais repartir. Si on le fait en plusieurs fois. Même rabaisser Oui, un chêne comme ça. oui, monsieur. Le vrai sujet, parce qu'on doit le faire. Bien sûr que c'est long, c'est coûteux, parce que si on doit le faire. Pourquoi on a cette expérience-là? Parce qu'on a souvent eu l'occasion, notamment proche des bâtiments, il fallait enlever les arbres, parce qu'ils devenaient dangereux, et vous n'êtes pas sans savoir qu'un assureur, maintenant, il vous dit, si l'arbre peut tomber sur la maison, je ne vous assure pas. Enfin, il vous assure, mais quand l'arbre est tombé, il dit, ah non, mais t'as vu, dans le contrat, il y a une ligne, enfin, hein, sur les tempêtes, il y a eu de gros problèmes, ça vous a peut-être pas échappé. Donc, on s'est autorisé à faire des trognes, de tout type d'arbres, dans toutes conditions, parce qu'ils devaient être enlevés. Mais en le faisant progressivement, on a toujours sauvé les arbres. Après, que les choses soient bien claires, hein, si vous le faites tel qu'on l'a vu sur le chêne, il va être totalement creux. Donc, n'allez pas chercher du bois d'œuvre derrière. Hein. C'est là où il y a un point d'achoppement avec les gens de la taille douce, des machins, des trucs, les arboristes. Les arboristes disent non, vous avez appris un métier, nous on vous en apprend un autre. Nous les arbres creux, on les veut. Parce que ce sont des réservoirs de champignons, de cavités, de biodiversité. Un arbre creux, il ne tombe pas plus qu'un arbre plein. Hein, contrairement à ce qu'on lit encore dans le... Mais par contre, effectivement, l'arbre... Même certains de mes associés disent, mais tu vas faire des arbres complètement creux. Je dis, mais de toute façon, sinon on les enlève. Et creux, ils abritent une vie différente. C'est ce regard qu'il faut avoir. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut massacrer les arbres, il faut les péter en deux. Je dis juste que, de toute façon, ils vont disparaître. De les trogner, c'est permettre de les garder. Ceux qu'on a vus ce matin, les hauts, dans l'idéal, il vaut mieux les retrogner là-haut et les laisser là-bas.
Par contre, celui qui était secoué par la foudre, vous avez vu toutes les réitérations qu'il avait en bas? Et on finirait par le tronçonner en deux. Mais ouais, et alors? Ouais. Quand on recèpe un arbre au pied, hein, on a parlé de recépage, hein, quand on recèpe un arbre au pied, 9 fois sur 10, il repart. Hein. Et là, bizarrement, on ne se pose pas de questions, savoir si on lui a fait mal. Je vous parle bien, oui monsieur, je vous parle bien de plans de sauvegarde des vieux arbres là. Hein, et quelqu'un qui a 3 trognes et qui veut absolument les garder et les utiliser pour se chauffer, c'est pas déconnant. Tiens, viens nous dessiner la taille à l'anglaise. Viens nous dessiner une trogne et la taille à l'anglaise. Ah, c'est bien. Très bien. Donc je crois, je me rappelle plus trop, on prend, j'ai fait des maths, hein, 4 fois la largeur, en longueur, on coupe ici. Ouais. Ici, du coup là on va plus haut, là c'est plus bas, et là on coupe ici. Là on coupe ici. Et après en fait ça va faire lever je crois les bourgeons de bien sûr. ici, machin, tout ça. Ça donne, c'est marrant à voir parce que ça donne des arbres. Ça fait des mains. Des mains qui pleines de poils. Ouais. En fait. Et après en fait, du coup en fait, il y a plein de régénérescence qui part d'ici aussi. Et ce qui fait que 4 ou 5 ans après, alors ce qu'il y a de bien c'est que je ne vais pas faire de photos. Alors moi je suis un peu cossard, hein, donc mais là c'est vachement trop technique pour moi des fois. Ouais, mais là on est dans un cas particulier. Mais vas-y, continue. Mais là en fait ça peut permettre, moi quand je dis au pelliste, parce que je fais ça à la pelle, moi du coup il vient avec sa pelle tronçonneuse, je dis voilà tu me laisses, alors je lui fais bon fais pas les proportions, mais tu me laisses on va dire 1 mètre 50, parce que moi j'ai aussi des vieilles trognes. Ouais. Fais un truc, c'est très laid, hein. Quand j'ai mes voisins qui passent, ils me disent que c'est moche comme tout et que... Au début en tout cas. Non mais oui. Oui. Et après, en fait, c'est pareil, il faut y revenir 4 ans, 5 ans après, et on vient, en fait, juste enlever tout ça, et puis ça repart, en fait, ici. Nous, on l'enseigne peu parce que, elle est, malgré ce qu'on dit, elle est plus complexe que celle-ci. Parce que l'idée, après, les deux se défendent, et c'est pas qu'on se mettra jamais d'accord, les deux se défendent, et c'est bien aussi l'intérêt du bon sens paysan, c'est que, si on travaille comme ceci, après on est sur la tête et on recoupe au ras et on ne laisse plus jamais de départ et de chicot et c'est beaucoup plus simple à terme. Parce que là, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'ici tu as des quantités de réitération phénoménales hein, et qu'après, qu'on mécanise ou pas, c'est beaucoup plus compliqué à tailler. Et après, il y aura beaucoup trop de départs dans tous les sens qui vont se... Nous, très, très humblement, on enseigne plutôt une trogne complète, parce que dans la compréhension, c'est plus simple. Point barre. Si on a un talus qui est envahi par des ronces et des genêts, et qu'on voudrait planter des arbres à la place, est-ce que c'est suffisant de tailler au ras du sol tout ce qui est existant, et ensuite planter? Est-ce qu'on va arriver en faisant un paillage, avec de la paille ou du bois? Est-ce que... S'il envahit de ronces et de genêts, il ne faut rien faire. Parce que dans 3 ans, il y aura des arbres. Après, vous pouvez faire des plantations d'enrichissement, parce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez qui n'y seront pas. Hein, la dynamique, les 2 plantes que l'on cite sont des plantes pionnières. Ouais. Le genêt, vous savez pourquoi il est là, le genêt? Pionnier parmi les premiers. Il injecte de l'azote dans le sol pour nourrir la vie du sol. Quand vous êtes envahi de genêt, c'est que ça manque de vie. La ronce, berceau du chêne, donc elle cultive. Donc, et si vous regardez, je ne sais pas depuis combien de temps est la ronce, donc si on la coupe tous les ans, on ne voit rien. Mais si on laisse une ronce plus de 2 ans, à l'intérieur, on voit émerger souvent le chêne. Moi, planteur d'arbres, tout ce que je ne peux pas ne pas planter, je ne le plante pas. Hein. C'est tellement plus efficace. Et le genêt disparaît quand il a fait son job. Et là, mais par contre, dans un cas où on va aller un peu plus vite, on veut mettre un peu plus de diversité, ça vaut le coup d'ouvrir un peu, de mettre ce qu'on a ouvert en paillage et de planter à l'intérieur. De faire du semis, de la bouture, hein, on a parlé des zones humides, des zones humides, en tout cas où la mèche peut rester humectée plus de 300 jours par an, où vous faites de la bouture. Hein, c'est une technique complémentaire pour faire pousser des arbres. Hein, semis, bouture, plantation. Tous les arbres ne se bouturent pas. Hein, vous faites ça principalement avec les saules et les peupliers. Je voulais savoir, vous pouvez parler de l'importance d'avoir des strates différentes dans les parcelles, d'avoir des niveaux différents de végétation. Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, dans le verger là, dans le verger, c'est fondamental. Ouais. Voilà.
Enfin, c'est fondamental pour tout. Mais oui, on peut finir avec ça, oui. Le verger, vu de dessus, il est comme ça, avec ses haies autour, etc. Et là, vous avez de la monoculture de pommiers ou de poiriers. Il y a 7 niveaux d'aménagement pour que ça marche. Il y a 7 niveaux d'aménagement pour que ça fonctionne. Le premier, et vous l'avez, heureusement d'ailleurs, le premier, c'est la membrane. Tous les écosystèmes sont membranés. Le premier écosystème membrané que l'on connaît bien, c'est la forêt qui crée une lisière. Il n'y a aucun hasard dans une lisière. Une lisière, c'est un système qui est entretenu par la forêt, qui protège du chaud, qui protège du froid et qui cultive des plantes à son service dans son renouvellement, dans sa génétique. Donc la lisière, vous l'avez vu, hein, elle est très fleurie, très fruitière, elle attire des oiseaux, elle attire du monde, etc. etc. Donc l'arbre, il ne bouge pas, mais il pilote ses hôtes en les nourrissant bien et en les faisant circuler, aller chercher des informations. Ça, c'est vraiment le travail de... Je crois qu'il y a son bouquin, d'Ernst Zürcher. Ça, c'est fabuleux. Ce type est un génie. La forêt entretient sa membrane pour se protéger, pour anticiper les coups dans 200 ans, pour cultiver de la vie, pour faire venir des microbiotes dont elle a besoin. Donc vous devez, dans un projet en agroforesterie, vous devez créer une membrane et vous l'avez. Ça, c'est le premier niveau. Donc, niveau 2. Niveau 2, après une membrane, alors après, c'est une transposition hein, qu'on a adaptée, mais le niveau 2, c'est une colonne vertébrale. Il faut que ça tienne debout. Alors là, je vous ai fait un truc très simple. Il faut que ça tienne debout. Donc la colonne vertébrale, elle va être ici. Et elle est absolument fondamentale. Alors par exemple, pour chez la tapis qui viennent des Pyrénées, là, chez la tapis, on a des bonsaïs comme ça, là, qui font des pommes et des poires. Là, vous en avez un tous les... 1,50 m. 1,5 m. Moi, ce que je vous conseille vivement de faire, parce que ça, c'est facile, et puis peut-être qu'on se reverra, parce que si vous avez un projet sur la restauration, ça va nous intéresser. En tout cas, ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser en régénération naturelle, sur la ligne, une ligne centrale, pousser tout ce qui pousse. Mais vraiment tout. Vous avez déjà pas mal de lierre hein, qui apparaît, qui émerge. Donc les lierres, d'autres lianes, et puis des chênes, et puis il va apparaître des arbustes, hein, etc. Donc vous pouvez composer une haie champêtre à l'intérieur de votre verger. Et c'est la chose la plus simple et la plus efficace. Et on peut en rajouter aussi. Et il faut, parce que vous n'aurez pas tout. Hein, le milieu est riche, mais pas suffisamment au regard de ce que l'on veut. Des champêtres centrales. Et oui, la haie, vous la composez sur une ligne de pommiers qui va continuer à faire des pommes pendant 10 ans. Vous les ramasserez, vous les ramasserez pas. Mais vous les ramasserez fondamentalement. Hein, et ça, ici, en faisant ça... Quelle largeur? Ben là, ah oui, je ne l'ai pas dit. J'ai oublié de dire que la meilleure taille de la haie, et de loin, c'est une taille tous les 2 ans. Hein, quand, j'ai juste oublié de vous dire, quand vous avez une haie qui pousse comme ça, la meilleure taille de la haie, ce serait de tailler tous les 2 ans la pousse de 2 ans, c'est-à-dire entre 80 et 1,20 m. Ça, c'est la meilleure taille, c'est la taille de la vache, de tous les herbivores, etc. etc. J'ai dit la meilleure taille, et les animaux taillent toujours à leur hauteur. Mais tailler un brin tous les 2 ans, tous les ans ou tous les 2 ans, il n'y a rien de mieux pour une haie. C'est comme ça qu'elle vit et qu'elle vit bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur des prototypes, pour ceux qui n'ont pas d'animaux, pour remplacer la taille de l'herbivore avec une machine à sécateur qui aspire la branche et qui la stocke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous taillez votre haie parce que vous n'avez pas d'animaux et qu'il faut la tailler, et ce sera le cas ici, soit vous laissez au sol, soit il y en a déjà assez, vous aspirez la matière et ça vous fait un BRF précieux. Et à chaque fois que vous avez fait 2 heures de taille de haie, vous avez 3 mètres cubes, ou 4 ou 5, en fonction d'un super produit qui s'appelle du BRF. Comment? Ça veut dire que vous conseillez d'avoir un broyeur, quoi. Ah mais de toute façon, je conseille d'avoir un broyeur et une machine, mais je conseille surtout, on l'a vu ce matin, d'avoir un outil qu'on mutualise, quand on l'utilise que 2 fois par an.
Hein, mais la machine qui taille correctement les haies, elle n'existe pas encore. Elle existe, mais malheureusement, le prototype a été développé pour les autoroutes. Et sur les autoroutes, vous n'avez que des routes plates et des brins qui font tous la même taille et qui sont taillés très souvent. Dans le bocage, ce n'est pas la même chose. Vous avez une branche en travers, vous avez une ornière, vous avez... Donc pour l'instant, ça ne marche pas sur les haies champêtres, entre parenthèses. Une branche qu'on va couper, qu'on va ramasser dans le champ, qu'on va stocker. Oui. Est-ce que c'est gênant si on la broie 2 ans après? Non. Bah, c'est plus dur. C'est plus dur, c'est dommage, mais c'est pas gênant. Ça reste une masse carbonée fraîche qu'on va mettre sur le sol. Donc, rien que ça, c'est déjà très bien. Hein, alors voilà. Donc, 1 membrane, 2 colonnes vertébrales. C'est bon, vous suivez? Jusque-là, ouais. Jusque-là, tout va bien. Donc, je finis ma haie là. J'ai besoin, hein, donc je dessine mon mètre carré ici. Mon mètre carré, il doit avoir l'équivalent de 250 grammes de vers de terre. Là, on ne les avait pas au mètre carré. C'est 250 grammes de vers de terre au mètre carré pour que ça marche. Là, vous n'y êtes pas loin, hein, de ce qu'on a vu en tout cas, en un coup. Des chauves-souris, des champs mycorhiziens hyperactifs, des oiseaux diversifiés. Et ce mètre carré, il doit sentir des interactions d'une 40aine de plantes. À peu près. T'es d'accord, chef? Il va y avoir 40 plantes qui interagissent avec ce mètre cube de sol. 40 variétés de plantes. Ouais. Donc ici, je laisse pousser et j'enrichis. Donc pareil, hein, je reviens, je fais mes mini-trognes là. Et puis de temps en temps, et je crois que c'est Irène qui l'a plus ou moins, enfin vous l'avez, de temps en temps, je vais mettre ici, comme ça, un amortisseur régulateur. C'est-à-dire je vais faire pousser, mettons que, j'aurais donné beaucoup de chiffres, hein, mais vous les oubliez, mettons que j'en ai 25 à l'hectare, d'un arbre taillé, élaboré, qui va dominer et qui va faire une nouvelle canopée, qui lui va amortir les gros coups de vent, qui va faire une ombre portée hyper favorable à l'expression du fruitier, qui va lui foutre 1 heure d'ombre sur la gueule dont il a tellement besoin, le fruitier. Hein, vous avez vu que même en arrosant, les jours de canicule, l'activité photosynthétique s'arrête. Hein, et là, il faut bien reprendre un système pour microclimatiser la parcelle. Les systèmes agroforestiers sont construits comme ça. Hein. Donc, quelle essence d'après vous? Quelle essence? Châtaignier. Encore une fois, hein, on ne fait pas le projet, hein. On fait un projet de générique. On ne fait pas le projet, on fait le générique. Le peuplier. Un saule qu'on va tenir, pas facile. Hein. Le saule est très cassant, le saule blanc en premier lieu. Mais si on dit le saule va me faire un boulot pendant 15 ans, oui. Après, il faut faire gaffe. Mais le peuplier, plante pionnière de rééquilibrage des sols. Ça pousse sur les routes ici. Facile à élaborer, hein, à la perche. Ouais, non, parce que le noisetier produit un truc qui s'appelle de la basitonie. Et le noisetier, il va faire une CP. Donc on va le mettre, hein, mais le noisetier, il va faire ça. Donc il ne va pas avoir cette fonction-là. Le noisetier, la basitonie, c'est-à-dire qu'il repart de la base. Donc oui, le noisetier, oui, en plante complémentaire, hein, en arbrisseau, mais pas pour ça. Donc peuplier, éventuellement le frêne. C'est pas parce qu'il est malade qu'il ne faut pas en planter. Hein. Il y en a qui poussent naturellement. Mais bien sûr. Hein. Et puis il faut éventuellement de l'orme, éventuellement du merisier. Éventuellement le merisier là, il va être superbe. Parce que le merisier, il va cramer sur le soleil, sauf que là, il est à l'ombre. Hein. Il n'y aura pas moins de fruits. On parlait de la compétition. Hein. Si la boîte sol, et peut-être si on y aurait 5 minutes, je vous ferai de la boîte sol aussi, mais si la boîte sol est en état, il n'y aura pas une compétition. Et il y aura autant de fruits sur les pommiers pour lesquels il y aura un arbre comme ça au milieu. Hein. Donc voilà comment vous pouvez transformer une ligne en monoculture en mettant ici au moins, en moyenne, hein, au moins 15 plantes différentes. Sur les 15, au revoir, sur les 15, vous en avez 6 ou 7 qui vont pousser spontanément. Tout ça, ça se pilote finement. Hein. On peut mettre des plantes qui fleurissent en même temps que les pommiers. Oui. Et qui attirent les abeilles, qui permettent aux abeilles de venir au centre de la parcelle. Ah mais de toute façon, merci monsieur. Toi aussi on va te garder. Hein. Déjà tu ris à mes blagues, donc... Et t'en rajoutes. Oui, hein. C'est 365 jours de vie, là, et
la colonne vertébrale et les couverts végétaux sont faits pour rentrer toute la biodiversité au cœur de la parcelle. Parce qu'ici, ça ne rentre pas, comme dans beaucoup d'endroits. Hein. La biodiversité, ça se cultive, ça ne se protège pas, hein, contrairement à ce qu'on lit souvent. Ça se produit ou ça se détruit. Nous, ce qu'on veut, c'est la produire, l'entretenir. Donc ici, zone de quiétude, zone de nidification, pollen, nectar, à profusion. L'idéal sur les grandes parcelles, ce serait de le faire, c'est de planter une haie entre 2 rangées de pommiers et de faire une bande boisée. L'idéal. Mais on n'en est pas là. Je ne vais pas trop vous en dire non plus, parce que vous n'allez déjà pas dormir. Donc, pour savoir si c'est pollinisé au centre, vous regardez vos pommes, si elles sont biscornues, c'est pas pollinisé. Merci de le préciser. C'est absolument fondamental, fondamental, fondamental. Hein. Rappelons qu'on parle beaucoup de l'abeille domestique et cultivée avec les bergers, hein, et n'oublions pas les autres qui font au moins autant de boulot, si ce n'est plus, sans les opposer, au contraire. Hein. Vous comprenez bien qu'en faisant tout ça, on va multiplier par 5 la quantité de fleurs. Et c'est là qu'il y a à bouffer pour tout le monde. Hein, dans cette guerre entre les apiculteurs et les sauvages, c'est juste qu'il n'y a pas assez de ressources. En faisant de l'agroécologie, on a toujours une plante couvrante et on a toujours une plante en fleurs. Il y a surtout une concurrence entre les pollinisateurs. Voilà, parce qu'il n'y a rien à bouffer. Parce qu'il n'y a rien à bouffer. Hein, il est aujourd'hui des plantes exotiques qui vont sauver les abeilles. Et personne ne veut le voir. Parce qu'il n'y a rien à bouffer dans des périodes beaucoup trop longues. Deuxième niveau, la colonne vertébrale. Ici, vous n'en manquez pas, en tout cas de ce qu'on a vu ce matin ou cet après-midi. Ben tiens, la bande boisée ici, là, elle était en haut, là. La bande boisée ici, donc elle fait partie de la membrane, mais ça c'est extrêmement important, c'est le poumon. Il faut absolument un poumon, c'est-à-dire il faut un endroit où il y a une grande masse végétale qui va amortir le chaud, qui va amortir le froid, qui va amortir le vent, et qui va donc thermodynamiser le reste de la parcelle. Donc 1 ici membrane, 2 colonne vertébrale, 3 poumons. Numéro 4, et ça ne manque pas, c'est le rue, le ruisseau, le cours d'eau ou la mare. La mare, comme le bois mort, comme la ronce, comme une zone dans laquelle on ne va pas trop parce qu'on n'a rien à y foutre, et dans laquelle il s'y passe des choses pour la biologie dans le sol absolument incroyables. Donc il y a une masse d'eau, permanente dans la mesure du possible. Hein. C'est un peu plus difficile à Perpignan en ce moment, hein, pour les Catalans, mais dans la mesure... Ici, bien évidemment, il faut que ça batte, il faut qu'on puisse aller boire, il faut qu'on puisse se réfugier. Ça s'appelle le cœur. Donc là, je suis à mon 4e niveau. Ma parcelle est encore un peu grande. Et le diagnostic me dit que je souffre du chaud, que je souffre d'attaques, de ravageurs, de parasites, je ne sais quoi. Je vais, par exemple, ici, sur un rang qui serait à peu près là. Alors, je le fais assez équilibré, homogène. Je vais mettre un nouveau niveau de plantation, de plan de campagne, où ici, je vais mettre des vertèbres. C'est peut-être là que le noisetier va intervenir. De temps en temps, je vais planter entre 2 pommiers un noisetier. Peut-être, hein, encore une fois. De temps en temps, je vais ramener une plante. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais le fait d'équiper avec 25-30 arbres dominants pour tempérer, ça, c'est les premiers points d'appui pour les chauves-souris. Je sors de ma mer de fruitiers pour rentrer. Hein, tous les systèmes agroforestiers sont faits d'hétérogénéité. Tout ce qui est homogène, ça ne marche pas. L'air passe et il ne se passe rien. Ce qu'il faut, c'est le brasser, le bloquer et faire des points d'accroche. Moi, je suis sûr qu'en faisant ça, ben, mon merisier, il est là. Donc, ma chauve-souris, mon merisier, il est là. Il y en a un là, il y en a un là et il y en a un là. Mais ma chauve-souris, tchouk, 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 tchouk et tchouk. Elle balaye ma parcelle toutes les nuits, une centaine de fois. C'est bon contre le carrefour, ça? Eh oui, ouais. Donc je suis à 4 niveaux. 5e niveau, il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est toujours plus facile de faire la membrane. Surtout quand elle existe. Un autre niveau dont on a beaucoup parlé, que je vais schématiser comme ça, c'est l'épiderme. Sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère. Il n'y a pas une goutte de soleil qui doit toucher le sol.
Le soleil, c'est fait pour passer par une plante, pour créer de la richesse, de la vie et de l'énergie, et des sucres et tout ce que vous voulez. Donc l'épiderme est très important. S'il n'en reste plus qu'un, ça tombe bien, c'est les vaisseaux. Je descends très finement. Je descends très très finement. Et par exemple, ici j'ai une zone que j'ai considérée comme un cœur extrêmement riche, où il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et puis ici, j'ai une zone, et c'est souvent le cas dans les parcelles, qui est carencée. Qui est carencée parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une zone qui a été extrêmement compactée, il y a eu des petits mouvements de terrain pour aplanir, enfin, et quand on regarde, et notamment, c'est l'avantage de la photo aérienne et la photo satellite, on voit vraiment tous les défauts de toutes les plantes. Hein, avec une série de 5 photos à des périodes différentes, que ce soit sur l'herbe, que ce soit sur les vergers, sur la vigne, vous voyez avec une finesse les problèmes qu'il y a. Ça, c'est intéressant. Bon, ah oui, oui, c'est très intéressant. C'est un outil d'aide à la décision qui n'est pas déconnant. Évidemment, le premier outil, c'est la bêche, hein, et les 12 critères qu'on va trouver en faisant une levée de bêche. Ici, j'ai une zone un petit peu compliquée, puis j'ai des problèmes toujours de fertilité, etc. Dans le principe même de la vie, c'est de faire circuler, c'est de brasser, c'est d'organiser. Ça veut dire qu'ici, il y a des centaines d'années de bestioles en décomposition, donc beaucoup de phosphore par exemple. Ici, j'ai une carence. Ben, si je fais mes vaisseaux, alors là, je vais tracer une ligne de vaisseaux que je vais faire en bleu ou en rouge, tiens. Je vais mettre des vaisseaux comme ça qui vont passer dans l'ensemble de ma parcelle. Donc, ça ne sera pas des pommiers. Les vaisseaux, je vais vous les représenter, ils sont là. C'est des plantes particulières qui seront de temps en temps entre deux arbres, qu'on ne verra pas, mais qui vont avoir une fonction particulière. Souvent, ce sont des trognes, parce que comme il faut faire circuler des informations et de l'eau, etc., etc., ça veut dire que ce que je veux dire en descendant au niveau du vaisseau, c'est que dans ma parcelle, sur certains rangs, pour des raisons purement agronomiques, je vais mettre de l'érable, du saule, des trucs faciles, du tilleul, ça se trogne bien, le tilleul aussi. Ça, les vaisseaux, c'est tout petit? C'est tout petit globalement. Ça peut être la fameuse consoude ou des choses comme ça. Merci madame, ça peut être la fameuse consoude, ça peut être dans certains cas une sauge, ça peut être du thym, ça peut être dans certains cas, oui, des rosiers, très très bonne idée, les rosiers, hein, rosacées, hein, de la luzerne qui plus est arbustive, on en parlait, des pêchers, oui, mais il faut leur trouver un peu de place, parce que les pêchers, on ne va pas les trogner. Mais pourquoi pas? Où j'ai un arbre mort, je vais mettre un pêcher. Parce que ça aussi, j'ai un arbre qui crève, ça peut valoir le coup de le remplacer par autre chose. Hein. Dans certains cas, pourquoi pas? Ça pousse la lavande ici? Un peu? Ça baigne dans l'eau, mais... Hein, ouais, oui. L'amande sauvage, hein. Du romarin. Le romarin, une plante absolument extraordinaire hein, pour ça. Hein. Mais le romarin, vous êtes déjà allé à Marseille? La lavande pousse mieux. Hein. C'est quand même des plantes d'une extrême aridité. Donc c'est une plante qui cultive des champs mycorhiziens acclimatés à l'aridité. Le romarin a des idioblastes qui fixent l'humidité de l'air et qui l'envoient dans le sol. Donc comme il y a trop d'humidité dans l'air à une époque, ça la pompe, ça la fout dans le sol, et quand il n'y en a pas assez, ça la réinjecte. Hein? Donc une ligne de toutes les plantes, enfin des plantes qu'on vient de citer là, font un travail agronomique. Et surtout, vous arrivez bien, en faisant ça, à une diversité au cœur de la parcelle, parce que tous les champs mycorhiziens vont converger par différents circuits. Je reviens à mon mètre cube ici, vous voyez? Je vais les alimenter. Et de 10 champs mycorhiziens, j'en ai peut-être 100, je prends mon mètre cube, mais en réalité, ils sont partout. Et donc, une info qui est ici dans la haie, elle va venir ici, puis repartir là-bas, etc. C'est de l'Internet à très haut débit, cette agronomie. Ça veut dire que fondamentalement, vous changez, et je le dis sans blaguer, vous changez de paradigme. Parce que, regardez, ça vaudra le coup d'aller voir les travaux de Pascal Pinault en verger. Vous cherchez, je ne sais pas où il est, mais pas loin d'ici. Ce travail est déjà plutôt... Alors, moi, c'est lui que je connais. D'ailleurs, je crois qu'il s'est renseigné chez Vers de Terre. Ce que je veux vous dire et ce que je peux vous dire, c'est que je redessine
très schématiquement le pommier avec son goutte à goutte. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le pommier, il est comme ça. Il a à peu près ça de racines. Le pommier, il a ça de racines et tel que je l'ai vu, il explore réellement un tiers de mètre cube de sol. On avait mis de l'irrigation par expansion Oui. pour que les racines aillent un peu plus loin. Oui. Parce que ça crée des problèmes De maladies supplémentaires, évidemment. Hein. Le sujet, il n'est pas là, en réalité. Le sujet, il n'est pas là. C'est qu'ici, tout ce que vous faites aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on a vu et de la compaction, votre arbre, il n'a qu'un tiers de mètre cube de sol et 10 champs mycorhiziens quand il lui en faudrait 100. Donc là, ce n'est pas la question, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, tu crois que... Non, le pommier, comme toutes ces plantes-là, vivent de leurs champs mycorhiziens. Sinon, elles sont sous perfusion. C'est le cas. Je mets un peu d'engrais et de l'eau. En tout état de cause, aujourd'hui, vous avez des plantes à l'engraissement. Le boulot que vous allez faire et que l'on vous suggère, mais c'est la même chose dans toutes les formes d'agriculture. Le boulot qu'on vous suggère, en mettant un petit peu de BRF, un petit peu de bouse et beaucoup de couverts végétaux. Donc BRF, bouse, couverts végétaux et bois de taille. Et ça, vous le faites déjà en grande partie. Hein? Et bois de taille. En faisant un peu de bouse, un peu de BRF, un peu de couverts végétaux, donc produire in situ. En modifiant un peu les points de taille, il y a une petite organisation complémentaire à faire sur la taille. En organisant un peu différemment la taille. Et en faisant ça, en nourrissant le sol, vous allez développer une population de vers de terre et de champignons qui va reconstruire les systèmes racinaires. Donc vous allez économiser de l'eau, vous allez économiser des engrais, vous allez avoir des plantes en meilleur état qui attrapent moins de maladies. Et là, dixit les travaux de Marc-André Sellos, au lieu d'avoir 30% d'un mètre cube, l'arbre aura 3 mètres cubes d'exploration. C'est-à-dire que vous allez multiplier par 10 par la rhizosphère que je mets ici en jaune. Par la rhizosphère, les racines seront plus longues, mais la racine dans un arbre, ça ne sert à rien. Hein, contrairement à ce qu'on peut lire, c'est la rhizosphère. D'ailleurs, on peut faire l'aquaponie avec les arbres. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Vous avez bien la preuve que ça ne sert à rien. Il suffit de les nourrir. Là, c'est la rhizosphère qui vous multipliez à minima par 10 la capacité d'exploration, de rétention en eau, de circulation et d'organisation de la nutrition. Et donc, vous avez des plantes en meilleure santé qui résistent mieux aux agressions, qui résistent mieux au vent, puisque, bien évidemment, ici, vous avez, comme tout est connecté, ici et là, vous avez une autoroute à mycorhizes. Et l'eau en excès qui vous emmerde tout l'hiver jusqu'au 15 mai, elle est stockée en réserve utile dynamique. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.